L'idée de ce roman, ça m'est venu grâce à une phrase d'Alfred Hitchcock, qui est la suivante. Tuer quelqu'un, c'est difficile, mais c'est surtout long, très 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 long. Et c'est ce que je voulais dans ce livre, c'est qu'à un moment, le narrateur soit dans l'obligation de tuer quelqu'un, que ça soit bien sûr difficile, c'est jamais évident de le faire, surtout que c'est sa première fois, mais que ça soit surtout long pour lui, par la suite. Que ça soit comme des métastases qu'envahissent d'abord son cerveau et puis l'intégralité de son corps. C'est ce que je voulais en fait créer dans ce roman, que ça le hante. Voilà. Alors je ne vais pas en dire plus pour le lecteur, mais c'est ça en fait, c'est parti de cette idée-là. Alors après, il fallait trouver une histoire par rapport à ça. L'histoire, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui se retrouve un peu dos au mur financièrement, et dans l'obligation de bosser pour la multinationale de son père. Et son père lui offre un cadeau empoisonné qui est de reprendre la DRH d'une usine pour la restructurer intégralement et licencier une vingtaine de salariés, à savoir une vingtaine d'ouvriers qui bossent à la chaîne. Et ça va être la rencontre, alors que j'ai essayé de faire un peu ironique, un peu sarcastique, j'espère un peu drôle, entre ce type parisien à l'extrême, Montmartrois pur et dur, qui est jamais sorti de son quartier, qui arrive au fin fond de la Normandie, dans le terroir le plus profond, et qui rencontre cette France-là, ces ouvriers, et ce qu'on peut appeler cette France des Gilets jaunes. C'est le contact explosif entre ces deux mondes que moi j'ai vécu en fait en bossant à la chaîne quand j'avais une vingtaine d'années dans cette usine à Bernay, et que j'ai voulu recréer par l'intermédiaire de ce roman. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir ce type assez cynique en tout, découvrir la détresse du monde ouvrier, ces types qui ont un seul maigre salaire pour nourrir toute leur famille, plusieurs crédits sur le dos, et souvent communiquent joie de vivre, d'aller boire des coups le dimanche au bistrot, et ça s'arrête là. En fait, ce qui m'a marqué quand j'ai fait, lorsque j'avais une vingtaine d'années, ce stage ouvrier. Donc mon père à l'époque était directeur commercial d'une boîte de produits chimiques, engrais phytosanitaires. J'ai travaillé pendant un mois dans cette boîte et j'étais venu avec plusieurs livres en me disant je vais avoir le temps, je logeais dans un petit hôtel, je me dis je vais avoir le temps le soir de bouquiner, je sors de l'usine, il est 16h30, 17h, et quand je sortais de l'usine, j'étais tellement rincé, j'étais tellement pressé comme un citron. Le fait de multiplier le même geste à l'extrême comme ça, constamment, m'avait tellement épuisé que j'étais incapable de lire la moindre ligne. Si les Marseillais à l'époque avaient existé contre le reste du monde, j'aurais juste été capable d'être scotché devant ça. Bon, moi à l'époque c'était une famille en or ou je sais pas trop quoi, je regardais TF1, je pouvais faire que ça en fait. Notre cerveau est pressé comme un citron à l'infini et on peut juste mater TF1 en fait. On est bon qu'à ça dans ces cas-là. Cette détresse du monde ouvrier, je voulais qu'elle soit palpable dans ce bouquin, sans faire dans le pathos ni dans le compassionnel à outrance, mais je voulais que ce type parisien la ressente et la vive au contact de ce monde ouvrier. C'était aussi l'un de mes buts. Il y avait ça, et puis il y avait le fait qu'il soit amené à tuer un homme, et pas n'importe lequel, et que ça soit très difficile de vivre avec ça par la suite. Alors j'écris un livre en 2 temps. Premier temps, c'est très laborieux. Je suis chez moi, à Paris, et il faut que je m'y mette, Comme un gosse doit s'y mettre pour faire ses devoirs. J'ai jamais envie de m'y mettre. Je repousse au maximum le moment dans la journée. Jamais le matin, je dors. Jamais l'après-midi. Jamais le soir. Quand j'ai fini de regarder mes séries vers 2h du matin, je me dis, bon, j'ai mauvaise conscience, Il faut que je fasse 2 heures. Donc j'écris 2 heures, j'essaie de faire une page ou deux, de mettre au moins au clair, au propre, quelques idées. Et à 4 heures, je vais me coucher, c'est la récré, Voilà, c'est vraiment besogneux. Et au fur et à mesure que j'empile toutes ces pages, ce qui fait un peu le squelette du livre, ce qui doit faire 30 à 40 feuillets, je pars à Vauvert écrire, je pars à la Lone écrire. Et là, en revanche, je fais que ça. Et là, il y a un vrai plaisir d'écriture. C'est-à-dire que j'ai fait le plus dur, le squelette du livre est là,
Et là, je me mets en mode combat, quoi, et j'écris, voilà. Et je me sers de chaque page pour développer. D'un feuillet, je fais un chapitre, en fait, voilà. Et je fais 2-3 chapitres, 4 chapitres dans la nuit. Je suis capable de faire une dizaine, une quinzaine de pages par nuit. Vers 8-9 heures, j'ai terminé ma nuit d'écriture qui a commencé à 11 heures du soir, et je me balade, je fais une marche pour redescendre doucement, quoi, et je me balade dans les vignes, je vais caresser les chevaux de Camargue, voilà, vers 13 heures je m'endors, et à 20 heures je me réveille, je mange un bout, et à 23 heures je recommence, voilà. Ma première passion, quand j'étais ado, mon père m'avait offert ce qu'on appelle un combi à l'époque. C'est une petite télé avec un magnétoscope incorporé. Et je regardais que des films. Dès l'âge de 13-14 ans, je regardais des films de Lubitsch, de Capra, de Truffaut, voilà. Et j'aurais adoré, bien sûr, réaliser des films. C'était l'évidence pour moi. Mais quand j'ai réalisé que pour être metteur en scène, il fallait aussi être chef d'entreprise, lever des fonds auprès des producteurs, etc. C'était un boulot en soi. J'ai renoncé. C'est une façon de réaliser des films que d'écrire un roman, en fait. On est le metteur en scène de sa propre histoire. Dans les séries bien régressives, mais que j'adore regarder, il y a le Dr House. Ouais, ça, je suis fasciné par le Dr House, parce que le Dr House, il a comme compagnon, comme seul ami, Wilson. Et en fait, le Dr House, il ne va jamais au contact de ses patients pour trouver la solution. Comme Sherlock a comme copain Watson, et Sherlock ne se déplace jamais pour trouver la solution. Et c'est vraiment un parallèle qui est intéressant, parce que, par exemple, à la fin de chaque énigme, Watson file de la cocaïne en intraveineuse à Sherlock, et Wilson file de la Vicodine au Dr House. Et il y a plein de relations comme ça qui sont hyper intéressantes, et quand on réfléchit à Dr House, c'est absolument passionnant de voir la façon dont ce type fonctionne. Le dernier que j'ai aimé vraiment, c'est un livre récent chez POL qui s'intitule « Il est des hommes qui se perdront toujours ». Ça se passe à Marseille. J'ai trouvé ça assez bouleversant. Sinon, dans les plus classiques, Intimité d'Hanif Koreshi, Un oiseau blanc dans le blizzard de Laura Kashishke, De sang-froid de Truman Capote, Tous les Houellebecq. Un petit truc que je relis souvent, c'est Syllogisme de l'amertume de Sioran. Il y a des petites phrases comme vitalité de l'amour, on ne saurait renier ce sentiment qui ait pu résister à la fois au romantisme et au bidet. Ou l'essentiel n'est pas de s'astreindre à une œuvre, l'essentiel est de connaître quelques mots qui puissent se murmurer à l'oreille d'un ivrogne ou d'un mourant. C'est un rêve qui s'est déjà réalisé plusieurs fois. J'ai eu cette chance. C'est à chaque fois que je dîne avec Frédéric Becbédé. Dîner avec Becbédé, c'est dîner avec Mastroianni dans la Dolce Vita, quoi. C'est la fête. C'est un désespoir qui ferait belle figure. C'est-à-dire que tu arrives avec lui, la serveuse arrive, ou le serveur arrive avec la carte, il vire la carte, il dit amenez-nous tout. Tous les plats sont les entrées, les trucs et tout, on picore. Les vins, pareil. Ça dure des heures et c'est féerique, en fait. C'est un feu d'artifice permanent. C'est un moment qui s'arrache au passé, au présent, à la suite prévisible pour nous couvrir de baisers, quoi. C'est génial de bouffer avec Becbédé.